Tu les vois, Julia? Je les vois un petit peu. Il y a du monde, hein? Il y a du monde. Ouais. Bon. Bonjour à tous et à toutes. Formidable que vous êtes là ce soir avec notre invitée formidable, Julia Deck, qui a publié ce magnifique livre, Anne d'Angleterre. Je suis très curieuse de savoir qui l'a déjà lu. Ah oui, beaucoup. La moitié de la salle, Julia, t'as déjà lu ton nouveau livre. Waouh! Mais ce n'est pas le premier livre que tu as publié. Avant, tu as publié déjà plusieurs romans. Viviane Elisabeth Fauville, Propriété privée, Le Triangle d'hiver, Sigma, Monument national aux éditions de Minuit. Ce sont des romans très, très différents les uns des autres. Et le dernier aussi est très différent. Mais ils ont peut-être quelque chose en commun. C'est peut-être une critique de la société, où on trouve, il y a un mystère, une énigme quelque part. Il y a ton écriture qui emprunte très souvent au code du roman policier, n'est-ce pas? Oui. Il y a même un meurtre dans le premier livre, Elisabeth Fauville. Mais il n'y en a pas dans ce dernier, ni dans les autres d'ailleurs. Et il y a ce que j'appelle toujours un humour à l'anglaise, un humour tongue-in-cheek, je dirais. Peut-être une ironie en français. Est-ce que ça existe en français, tongue-in-cheek? Qu'est-ce qu'on dit en français? Un peu acide, sarcastique. Acide? Non, c'est beaucoup plus fort que tongue-in-cheek, je pense. Mais bon, c'est toi la spécialiste. Ton dernier livre, ton dernier roman est déjà dans les premières sélections du prix Femina, du prix Vepler, du prix Décembre. Et c'est un des livres incontournables dans la liste de France Culture. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je suis presque certaine qu'ils vont le lire parce que, bon, tu vas certainement avoir un prix. Je le sens, je le sens. Ce nouveau livre est très différent, comme j'ai dit déjà, des précédents. C'est un livre beaucoup plus personnel, hein, écrit dans la forme de jeu aussi, parfois. Parfois c'est Julia, parfois c'est je. Tu l'as publié dans une autre maison d'édition, les éditions du Seuil. Et il y a peut-être pas dans l'avenir, mais on ne sait jamais, il y a un certain tournant dans ton écriture, dans la manière de raconter des histoires. Tu délaisses un peu la fiction, en tout cas dans ce livre-ci, pour te tourner vers l'autofiction, l'autobiographie. Je vois dans ton regard qu'on va en parler, c'est très bien. Mais ce qui est très bien dans le livre que tu viens de publier, c'est que je l'ai lu vraiment comme un hommage à la littérature. C'est une ode à la littérature. C'est un livre sur le pouvoir, la puissance de la littérature dans la vie de tous les jours, dans la vie de nous tous, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler. Tu vas lire des extraits. Tu vas montrer des images. Donc, ce sera un véritable périple de sons, de plein de choses. Et on va essayer de terminer dans 1 heure au plus tard. Julia, est-ce que je pourrais te demander de commencer par une lecture et de lire le début de ton livre pour avoir déjà un tout petit peu le feeling, le style aussi? On y pense ou on n'y pense pas. J'y pense depuis 30 ans. Je tente de m'y préparer. J'essaie de me le représenter, d'imaginer les circonstances par quoi s'incarnera l'inévitable, comme si l'envisager sous tous les angles permettait d'améliorer le pire ou simplement d'y survivre. 30 ans de crainte épicée d'espoir trouble, parce qu'on se fatigue même de la peur. On voudrait lancer la bille dans la roulette pour voir sur quelle case elle tombe, sur quel numéro elle s'arrête, sur quoi ça va finir. On se dit que ce moment arrive, qu'il advienne ici et maintenant. Je veux savoir ce qui se produit après, si comme prévu je m'effondre ou si tant bien que mal je survis, légèrement désaxée ou au contraire pacifiée par l'épreuve, alors qu'avant la vie allait de soi, elle était une donnée indubitable pour soi-même et pour son cercle de vivants. Oui, ce premier fragment, Julia, on y pense ou on n'y pense pas. J'y pense depuis 30 ans, tu écris. Juste pour être certaine, le jeu, c'est bien toi
Hein, je peux dire que d'habitude je dis la narratrice, mais j'ai le droit de dire... Non, on peut se passer de cette précaution. Ok, très bien. Pourquoi tu y as pensé pendant 30 ans? Moi, j'y ai jamais pensé, en fait. Tu y as jamais pensé? Oui, c'est vrai. Moi, j'anticipe depuis très longtemps la perte de ma mère et curieusement pas du tout de mon père. Et c'est, je pense, tout à fait détaché du volume d'affection que je peux porter à l'un ou l'autre. Mais il y a toujours eu cette grande angoisse de la perte de ma mère. Et le livre démarre, enfin, je l'ai commencé après que ma mère a eu un accident cérébral très grave. Donc ma mère ici, qui est Anne, prise en photo en 1961 à Nîmes. Et il y a 2 ans, elle a eu cet accident très grave qui m'a précipitée dans ce projet. Je pense que c'était un moment évidemment extrêmement dramatique et chargé d'un point de vue personnel. C'est aussi un moment où l'imaginaire, cette hantise que j'ai eue pendant si longtemps, tout d'un coup l'imaginaire devient réalité, où tout d'un coup il y a une forme de conjonction entre le réel et la fiction et d'impression extrêmement curieuse, étrange de passer à travers le miroir. Je n'ai pas perdu ma mère. Ma mère a réchappé de cet accident très grave et plutôt mieux que ce qui était annoncé au départ. Mais ça a été quand même un parcours long et difficile. Donc je me suis engagée dans ce processus d'écriture pour cette raison, mais aussi pour une autre raison, qui est... peut-être je peux avancer dans les... Moi, j'ai une deuxième question, si tu permets. Non, parce que dans le livre, qui commence donc de la façon dont tu viens de lire, il y a une alternance dans les chapitres. C'est la mère et la biographie de ta mère. Mais dans le deuxième chapitre, quelque part, tu parles d'une promenade en Angleterre. Tu te promènes dans les falaises anglaises. Et puis, il y a un sentier breton que tu as l'habitude, je pense, de te promener là. Et puis, il y a une nouvelle phrase qui apparaît, qui crève l'horizon, tu écris. Qu'est-ce qui se passe pendant cette promenade sur la falaise ? Oui, c'est juste là que je voulais montrer l'image pour répondre à ta question. C'est télescoper cet événement avec... ça, c'est des photos de la région de l'Angleterre dont vient ma mère et où moi je retourne une fois par an pendant les vacances d'hiver. Et je passe, ça se situe au nord de l'Angleterre, au nord de Londres, c'est à 400 km de Londres. Ces côtes très, très déchiquetées de l'est de l'Angleterre. J'y fais de longues promenades et c'est pour moi à la fois extrêmement agréable et extrêmement exotique parce qu'il y a tous ces paysages un peu typiques de l'Angleterre avec les cabines de bain, avec les vieilles maisons, les vieux hôtels et avec l'église qui s'enfonce dans la falaise avec le très vieux cimetière autour et les corneilles qui volent autour du clocher. Ça, c'est un paysage qui m'est à la fois très familier et très étranger depuis longtemps. Et il y a quelques années, je faisais une promenade comme ça en Bretagne dans un paysage extrêmement similaire. Et j'ai eu une expérience pareille où la réalité et la fiction se touchent complètement. J'ai eu une sorte de flash ou de révélation où tout d'un coup, il y a un événement qui m'était pour ainsi dire révélé de mon histoire familiale, l'histoire d'Angleterre, quelque chose qui s'était ou se serait passé dans les années 50 et qui expliquait beaucoup de choses qui me paraissaient complètement incertaines, floues dans ma généalogie. Donc le livre, il part vraiment de ces deux moments, à la fois l'accident de ma mère et cette révélation, ce flash. Alors je précise que je ne suis pas du tout sujette à ce genre de choses. Je ne suis vraiment pas versée dans l'occultisme ou dans même la pensée magique d'habitude. Mais cette impression de tout d'un coup une certitude
où toutes les pièces, en quelque sorte, les pièces manquantes ou les pièces dispersées s'assemblaient et m'offraient une sorte de vision un petit peu décalée et tout d'un coup pleine de sens de ma famille. Donc c'est deux instants où le réel et l'imaginaire se mêlent sans qu'on puisse réellement faire la part de l'un des deux dans ce qu'on ressent. Comme tu as dit, ta mère était la victime d'un accident cérébral et il y a donc deux parties dans ce livre. Les chapitres s'alternent, il y a des chapitres sur ta mère et il y a des chapitres sur la vie de ta mère, de toi et de toute la société autour, de l'Angleterre, de plein d'autres choses. Mais la santé a quand même, dans une part de ton livre, un sujet très important. En quelque sorte, c'est un manuel sur comment trouver son chemin dans la bureaucratie de la santé, je dirais aussi. Probablement tout le monde se trouve dans cette situation-là tôt ou tard. On ne sait pas comment interpréter ce que disent les médecins. On est vraiment désespéré de trouver un bon endroit pour la personne qu'on aime et pour lequel il faut trouver un endroit de bien. Mais il y a quand même aussi, comme dans tes autres livres, il y a une forte critique vis-à-vis de ce qui se passe dans ce domaine-là, en France, même chez nous aussi, et aux Pays-Bas, ce n'est pas différent. C'est d'une certaine manière un témoignage de comment la notion de service public a été remplacée par le marché, disons. Est-ce que tu pourrais en parler ? Oui, bah ça c'est, comme tu dis, un des deux fils du livre. Donc les chapitres alternent entre le présent, c'est-à-dire 6 mois en 2022, et le fil historique où je retrace la vie de ma mère et notre vie à toutes les deux. Le fil contemporain, il se déploie dans des institutions de santé qui sont complètement défaillantes par manque de ressources. Et ce à quoi j'ai été très très vite confrontée, c'est au fait que quand les patients âgés présentent un mauvais pronostic, très vite on vous annonce qu'on ne va rien faire parce qu'on n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit, et on vous oriente vers des institutions privées, des EHPAD privés. Ma mère n'était pas hospitalisée depuis 2 jours qu'on m'a dit qu'il allait falloir trouver un EHPAD, ce qui était totalement impensable la veille de l'accident parce qu'elle était en parfaite forme physique et intellectuelle. Donc j'ai compris que le système public en fait déclarait forfait. On m'a demandé quel était mon projet. Donc moi ma mère était quand même dans un état tout à fait critique. J'étais pas du tout orientée en aucune manière sur une idée de projet. Et il fallait quand même que j'ai un projet qui était soit de la mettre en institution, en EHPAD, soit d'organiser le retour à domicile avec toutes sortes d'aides et donc toute la bureaucratie afférente. Et je dois dire que ça, c'était un deuxième choc presque aussi brutal que le premier, c'est de voir que la vie est réduite à tout d'un coup une bureaucratie, des démarches administratives sans queue ni tête, et surtout qu'on délègue finalement la fin de vie, enfin si tant est que ce soit la fin de vie, les dernières années de la vie au système privé, où on vous somme d'avoir une logique entrepreneuriale pour vous prendre en charge, puisque la société n'a plus les moyens de prendre en charge ces moments de la vie-là. Dans une chronique, tu as écrit « Ma mère est devenue le cible du grand marché de la dépendance ». Oui, c'est exactement ça. Peut-être je lis un passage qui évoque ça.
Oui, donc ce qui s'est passé, c'est que très vite, on m'a demandé de voir une assistante sociale qui m'a orientée vers une courtière qui elle-même m'a orientée vers des EHPAD privés. Et je précise que c'était l'année où est sorti le livre qui s'appelle Les Fossoyeurs, sur les scandales dans les EHPAD de type Orpea. Le premier EHPAD que je visite m'a été recommandé par la professionnelle, recommandé par l'assistante sociale. Situé en proche banlieue, il offre de grands salons lumineux. Des employés rigolards s'apostrophent à l'accueil. Les résidents n'ont pas l'air trop malheureux, sauf une bande d'invalides postée devant un écran éteint. Certains prennent le soleil sur une terrasse entourée de grands arbres. On me montre une chambre étroite mais moderne, avec vue sur le jardin. Je peux changer les meubles si je veux. Je demande si ma mère aura cette chambre. Ah non, c'est la chambre témoin. On ne peut pas réserver une chambre en particulier, ça dépend de ce qui est disponible au moment de l'admission. Oui, il y a aussi des chambres sur le boulevard, mais les personnes âgées, vous savez, elles n'apprécient pas toujours le calme ni la lumière. Le tarif s'élève à 3 000 € par mois. Cependant, comme je viens de la part de la professionnelle, j'ai droit à 20 % de remise. Il faut me décider vite, l'offre promotionnelle n'est bientôt plus valable. Je découvre que les EHPAD sont un marché comme un autre, donc il faut comparer. Sur Internet, je repère un établissement près de chez ma mère. Il accueille 50 résidents contre une centaine pour le premier. Les photos dévoilent un salon contemporain, la collection Habitat au grand complet si je ne m'abuse. Il y a aussi une terrasse et des arbres, c'est 3 800 € pour une petite chambre, mais puisqu'on peut négocier. Sur place, la directrice m'informe aussitôt que l'établissement est très demandé. Pas question de discuter le prix, ma mère aurait déjà de la chance d'avoir une place parce que pour le moment, c'est complet. Sous-entendu, personne n'est mort récemment. Sous-entendu, ici, on ne tue pas les gens. L'établissement m'apparaît tout de suite très désirable. J'ai beau savoir que c'est une tactique éprouvée d'agents immobiliers, surjouer la demande pour gonfler la valeur du bien, son discours parle à mon cœur de fille. Je recommence à faire des calculs, je turbine, j'ai mal au crâne. La directrice adopte un ton confidentiel. Je dois savoir, souffle-t-elle sotto voce, et bien sûr, cela ne préjuge en rien de l'avenir, néanmoins le chiffre mérite d'être dit, je dois savoir que dans ce genre d'endroit, l'espérance de vie s'élève en moyenne à 3 ans et 4 mois. Et elle me laisse méditer ce renseignement pendant qu'elle me fait visiter une chambre minuscule, la seule que nous serions en mesure de financer, le réfectoire et un salon un peu râpé où trône un gramophone. C'est sympa un gramophone. Ça rappelle leur jeunesse aux anciens, suggère-t-elle. Soudain sentimentale à la pensée de ces anciens nés dans un temps si reculé que s'y mêlent indistinctement toutes les vieilleries, les gramophones et les diplodocus. Et tout ça, Julia, pour une femme que tu décris dans ton livre qui est libre, qui est cultivée, et qui se retrouve maintenant dans l'objet de ce marché horrible, une femme qui devient l'héroïne de ton roman vrai, qui est venue de l'Angleterre pour aller à Paris, pour voyager. C'était quel genre de femme, en fait, Anne ? J'y viens dans une seconde. Je voulais juste, pour conclure sur ce passage, je précise, je l'ai en fait raconté à la manière de mes précédents livres, mais je n'ai rien romancé. Hein. Tout ce que je raconte est vrai, notamment sur le passage des EHPAD, où j'ai très vite compris que ce qu'il fallait, c'était résister au langage qu'on tentait de m'imposer. Donc ce langage de marché immobilier, d'offres promotionnelles. Une des raisons d'être du livre, c'est aussi retrouver une forme de vérité dans le langage et de retrouver une forme de vérité sur la vie de ma mère qui a été, comme tu le disais, extrêmement riche et diverse. Et pour moi, il était absolument absurde qu'une vie, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, se termine dans les conditions que décrit ce passage. Quel genre de femme elle était ? Elle est née en 1937 au nord de l'Angleterre, dans une région industrielle
qui a connu une histoire à la fois flamboyante et tragique, parce que c'était au début du XXe siècle une région très rurale où il n'y avait rien, et qui est en quelques années, entre les deux guerres, est devenu un complexe industriel complètement incroyable, qui a attiré une vaste population ouvrière dans ce pays qui était en proie à la crise. Après la crise de 29, il y avait une misère, notamment dans le nord de l'Angleterre, tout à fait tragique. Et cette région, elle s'est développée de manière exponentielle et était un phare qu'elle n'a plus été dans les années récentes. Mais c'est une région avec un passé industriel assez glorieux à un moment donné de l'histoire. Je voulais montrer ce petit film qui me semblait assez évocateur, ça ne dure pas très longtemps. In April 1920, the Billingham site was taken over from the government by the chemical firm of Brunner-Mond. Here were to be made the chemical fertilizers now needed more than ever by a hungry world. A number of the government's research staff joined the company, later to become the great Billingham division of ICI. By early 1924, the first supplies of ammonium sulfate had been made from nitrogen from the air. The story of Billingham between the two world wars is a story of steady growth into an immense, complex factory, producing thousands of tons of fertilizers and other products annually. Here, on land which was once empty, bleak and desolate, stands the answer of modern science to the threat of starvation. This grim possibility has now been replaced by the confident promise of plenty. Billingham today is a giant steel labyrinth of pipelines. Pipes of almost every diameter wind their way through the factory, bringing water from the Tees, carrying steam for power, sucking in air from the skies, and conveying hydrogen and nitrogen gases from one plant to the next. Voilà, donc ça c'est un film qui date des années 50. La croissance industrielle, elle date des années 30, et il nous explique au début du film qu'avant tout ça c'était des champs, des landes extrêmement naturelles et extrêmement déprimantes, mais que heureusement l'industrie est venue pour nourrir la population, et qu'on y produit des engrais et toutes sortes de produits chimiques absolument merveilleux. C'était un peu avant qu'on découvre que les produits chimiques sont aussi extrêmement toxiques. Donc c'est toute cette épopée industrielle, et mon grand-père, donc le père de ma mère, aurait tout à fait pu être un de ces messieurs qu'on voyait se diriger dans ce paysage à la fois de science-fiction et un peu apocalyptique, où le métal et la fumée règnent en maître. J'ai quelques images supplémentaires pour dérouler cette vie. En haut à gauche, là, c'est une maison c'est pas la maison où a grandi ma mère, mais c'est une maison tout à fait similaire. La maison, ça n'est que la moitié. En fait, c'est une maison jumelle. C'est comme on voit beaucoup en Angleterre. Donc, il faut imaginer qu'il y a toute la famille, c'est-à-dire les parents, les enfants et les grands-parents, dont dans la moitié de cette maison, qui comprend 2 toutes petites chambres et 2 pièces de vie au rez-de-chaussée. Alors, c'est tout à fait minuscule, et en même temps, c'est un confort incroyable pour la population ouvrière de l'époque. Il y avait une énorme crise du logement dans les années 30, et cette entreprise tout à fait florissante a fait construire des logements pour les ouvriers, comme ça s'est fait en France. Et c'est une génération qui a accédé à un confort qui était tout à fait inimaginable pour la génération juste avant. Donc ces maisons très modestes, en fait, elles représentaient un luxe extrême. Région qui a été très très bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que site industriel, site stratégique pour l'aviation allemande. Donc il y a eu des destructions énormes. Ça, c'est pas les destructions dans cette région.
en fait, les destructions sur les villes ouvrières industrielles sont assez peu documentées. Là, j'ai pris des photos des bombardements à Manchester, où ma mère a fait ses études, mais je n'ai pas trouvé de photos de bombardements dans cette région qui est beaucoup plus modeste et donc dont l'histoire est beaucoup moins documentée. Elle en a parlé, Julia? Mais moi, j'ai entendu maintes et maintes fois les récits des bombardements dont elle se souvenait, parce que oui, à 3, 4, 5 ans, elle était réveillée par les sirènes qui annonçaient les bombardements, et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui marque toute une vie. Fin de la guerre, reconstruction, grâce à des bourses. Là, un système d'éducation se met en place pour les enfants issus de familles modestes qui, moyennant des concours, des bonnes notes à l'école, peuvent accéder à une éducation qui leur était pas offerte auparavant. Et ma mère a obtenu une bourse pour étudier dans cette institution privée pour jeunes filles, qui était, de manière assez paradoxale, l'ancien logis des patrons. Mais après la guerre, les patrons n'avaient plus les moyens d'entretenir la demeure, et donc ça s'est transformé en académie pour jeunes filles. Et ma mère a étudié dans des conditions tout à fait extrêmement favorable, en fait, puisque c'était une classe de 12 jeunes filles avec des professeurs extrêmement dévoués. C'était pas du tout une éducation victorienne à l'ancienne où les enfants, les jeunes filles étaient terrorisés. Au contraire, c'était une institution de rêve qui l'a beaucoup marquée, sinon qu'elle était la seule issue de la classe ouvrière et qu'il y avait toujours, malgré l'uniforme, des distinctions de classe apparentes, ne serait-ce que dans la manière de parler. D'ailleurs, il y avait des cours d'éloquence pour niveler un peu les accents. Mais donc très vite, dans une forme d'ascension sociale, elle a été aussi confrontée à une difficulté à ce qui perdure toujours quand on change de classe sociale, c'est qu'on se trouve avec des gens qui sont d'une classe supérieure et depuis bien plus longtemps que vous, en vérité. C'est un peu Annie Ernaux aussi, hein. Oui. Dans un autre décor, mais c'est une histoire similaire. Ouais. Alors le cinéma après la Seconde Guerre mondiale, qui se développe partout. Il y avait des salles de cinéma absolument partout dans cette petite ville, qui ont évidemment fermé maintenant. Les séances de cinéma s'enchaînent tout le samedi après-midi. Les acteurs hollywoodiens, évidemment, font fantasmer les jeunes filles. Et ma mère découvre Gregory Peck dans Vacances romaines. Je sais pas, non, elle ne le découvre pas dans Vacances romaines. Mais dans Vacances romaines, il a une histoire tout à fait romantique et romanesque avec Audrey Hepburn qui s'appelle la princesse Anne, A2N, pareil. Et je ne sais pas si vous voyez, mais moi j'imagine une forme de ressemblance, ou je vois une forme de ressemblance entre Audrey Hepburn sur cette photo et la photo que je montrais au tout début, donc le portrait de ma mère, qui avait une passion caractérisée pour Gregory Peck, notamment dans ce film, je ne sais pas si vous le connaissez, un film de Raoul Walsh qui s'appelle Capitaine sans peur en français. Donc il y avait tout un imaginaire qui se développait chez la jeune fille. Et moi, j'ai vraiment entendu ces récits de son enfance qui se mêlaient déjà à des récits cinématographiques et à des récits de lecture. Alors, malheureusement, l'ambiance à la maison, c'était plutôt ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce film, mais ça aussi, c'était une pierre d'angle de l'histoire familiale. On peut croire que c'est Vivian Leigh, Marlon Brando et... son nom m'échappe. L'actrice qui joue Stella dans Un tramway nommé Désir. Mais moi, pour avoir revu ce film récemment, je peux vous dire que c'est tout à fait aussi ma mère et sa sœur et le mari de sa sœur. Il y avait comme ça une espèce de projection dans les films où on n'arrive
pas très bien toujours à faire la part de la réalité et de la fiction. Ma mère avait une sœur un peu plus âgée qu'elle, très très versée dans le drame, et un mari qui a disparu du paysage assez vite et sur lequel il y avait vraiment un point très, très, très obscur. C'est-à-dire que ma mère m'a beaucoup raconté ces années. Hein. Toutes les photos que je vous montre, je ne suis pas du tout en train de romancer. C'est très documenté. Enfin, je sais que c'est des films qui ont été très marquants. Et il y a quelque chose qui s'est joué entre ma mère, sa sœur, son beau-frère, dans cette époque-là, dans le milieu des années 50 ou un petit peu avant. Et autant elle me parlait beaucoup d'autres épisodes de sa vie, autant je sais que là, il y a quelque chose d'assez trouble. Mais comment est-ce que tu as su tout ça? Est-ce que tu es allé faire des recherches à cette époque-là? Ou est-ce que ce sont des histoires de ta mère, de tes tantes peut-être aussi? Ou est-ce que tu as noté à une certaine époque tout ce qu'elle te racontait? À quelle époque tout ça s'est formé dans ta tête? Récemment ou est-ce que tu le savais depuis toujours? Ah non, c'est très très ancien, parce que quand ma mère me parlait, elle m'a beaucoup parlé aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que je suis fille unique et mon père n'était pas très présent non plus. Et donc elle m'a raconté énormément de choses. Toujours en référence avec les films, avec les livres aussi beaucoup. Et quand j'ai revu récemment, parce que pour le livre, j'ai revu tous ces films, et je me suis aperçue à quel point, dans le souvenir, évidemment, on transforme dans le souvenir et on finit par croire à sa propre version des choses. Mais ça s'était complètement solidifié et finalement peut-être aussi que ma mère et sa sœur, qui avaient une relation extrêmement fusionnelle, puis passionnelle, puis assez violente, à quel point elles se sont identifiées aux personnages de ce film et sont réellement devenus les personnages du film, en fait, j'en sais rien. Mais tout ça, c'est simplement l'illustration du fait qu'on est sans arrêt très, très poreux aux fictions et qu'au bout d'un moment, les deux se rejoignent. Je voudrais que tu nous parles aussi de l'importance des livres, parce que là, tu as parlé de l'importance des films et du cinéma, de cette image fictionnelle qui s'est formée, mais aussi il y a les livres, parce que déjà, Olivia, tu n'en as pas parlé encore, c'est la mère de ta mère, donc ta grand-mère qui s'appelle Olivia, qui donc s'est retrouvée dans ce Billingham détruit, difficile, dans une situation extrêmement négative, disons, mais qui a trouvé quand même une sorte d'échappatoire dans l'imagination via les livres. Et il me semble que c'est vrai pour toute une génération de femmes de cette époque-là, finalement. Tu ne penses pas? Quel genre de femme était Olivia? Et peut-être tu pourrais lire le passage dans lequel tu parles d'Olivia. Oui, ma grand-mère avait été empêchée de faire des études par son père, qui considérait que les femmes ne devaient pas travailler. Et c'était vraiment une intellectuelle autodidacte. C'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup poussé ses filles à faire des études, parce qu'elle-même n'avait pas pu vivre sa vie. En fait, elle-même, elle a eu un destin de femme au foyer qu'elle ne souhaitait absolument pas. Et la transmission par les livres, par la littérature, a été essentielle de génération en génération. Jour et nuit, Olivia accède aux caprices de sa mère alitée dans le sitting room. Oui, parce qu'il y a la grand-mère qui vit à la maison aussi. Elle ne sort que pour faire les courses, avec les tickets de rationnement qui perdurent des années après la guerre et donnent droit à tant de farine, de sucre, de lait, de pain, de margarine, par adulte et par enfant. Olivia se dépêche de rentrer. Dès que les tâches ménagères lui en laissent le temps, elle se plonge dans un livre. Elle se passionne pour l'Antiquité, les récits de voyage, les femmes exploratrices. Dans les journaux, elle découpe les articles qui ont trait à l'archéologie, aux tombes des pharaons, qui continuaient à l'époque de livrer leurs mystères. Elle éprouve à travers les pages ce qu'elle n'a pas la possibilité de vivre par elle-même, peut-être même pas le désir, tant le réel inflige de fatigue et d'embarras, quand la lecture offre un plaisir expurgé du désagréable, dans le confort d'un fauteuil fleuri et d'un chat qui ronronne sur les genoux. En fin de journée reparaissent les hommes et les enfants qui ont mené au dehors une vie pleine de rebondissements.
Il rapporte des impressions du monde extérieur, mais celles-ci n'égalent jamais l'excitation procurée par les livres. Olivia a passé la journée en Égypte et en Mésopotamie. Dans la petite maison de Bellingham, elle a remonté le Nil, visité les bords de l'Euphrate, exploré Babylone. À plusieurs reprises, elle s'est levée pour préparer du thé, prendre un scone dans la boîte à gâteaux, le tartiner de gelée de fraises. Elle en a oublié le repas. Et quand surgit la famille, elle lève un regard hébété au-dessus des pages. Elle n'en revient pas que ces silhouettes familières et pourtant lointaines, à peine émergées de la brume du souvenir, d'un claquement de porte et le pouvoir d'anéantir l'Égypte et la Mésopotamie. Voilà la passion pour la lecture, pour la littérature d'Olivia. Mais il y a aussi cette passion qu'elle a transmise d'une certaine manière à ta mère et à toi. Parce que vous aussi, tu décris dans le livre que la relation entre ta mère et toi a été parfois difficile, même parfois très difficile. Il y a parfois le mot même étranger, je ne la comprends pas, elle est étrangère, je la considère comme une étrangère. Mais pourtant, il y a très tôt déjà un lien entre vous très fort via la littérature. Et il y a aussi un très beau passage dans ton livre où tu en parles. Est-ce que tu veux le lire? C'est la page 136, 137. Là, vous parlez aussi de la langue. Ouais. Parce que ta mère est donc anglaise, elle a une langue maternelle qui est l'anglais, tandis que pour toi, c'est le français. Oui, c'est vrai que la filiation, elle s'est plus faite par les livres que par affinité naturelle, je dirais. Est-ce que je déroule rapidement quelques épisodes pour passer de... Et je viens à la lecture. Parce que là, on est au milieu des années 50. On va arriver très très vite à 1974, qui est l'année de ma naissance, en passant par Manchester, où ma mère fait ses études à l'université. Elle démarre une thèse sur la Révolution française et vient à Paris au tout début des années 60. Alors là, on sort vraiment de l'Angleterre ouvrière et surtout on entre dans les années 60 et dans cet espace de liberté incroyable pour elle qui a vraiment, je pense, tel qu'elle me le disait, vécu la nouvelle vague. C'est-à-dire elle vivait la nouvelle vague en 3 dimensions dans les rues parisiennes. J'ai choisi pour l'illustrer 2 images de films de Godard. C'est Bande à part et Une femme est une femme. Un an après, ou plutôt pendant 1 an, elle va vivre à Rome. Période, Fellini vient de filmer la Dolce Vita. Elle apprend l'italien et elle rencontre toutes sortes de personnages à peu près aussi stylés que dans le film, au moins dans son souvenir. Et 1967, l'année de Blow Up d'Antonioni, elle est à Londres. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de génie dans les années 60 où elle se trouve toujours à la bonne place au bon moment pour vivre ces époques à plein. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à Paris et à Rome? Alors Paris, c'était la thèse, Rome, c'était la suite de la thèse, et elle a fini par abandonner la thèse. Ça, c'est la question de... quelque chose qu'elle a regretté tout le restant de sa vie, c'est de jamais avoir fini sa thèse. Mais moi, je pense qu'il y a cette question du plafond de verre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'a plus de modèle et on est grisé par la lancée. Et au bout d'un moment, ça s'arrête si on n'est pas suffisamment porté, suffisamment soutenu. C'est aussi quelqu'un qui manquait énormément de confiance en elle. Mais il y avait toujours cette énergie d'aller de l'avant. Elle a enseigné aussi, non ? Oui, elle a enseigné, mais je viens à la question que tu me posais tout à l'heure de manière extrêmement rapide. Non. Je déroule mon fil. Après Londres, Paris à nouveau, et là elle se marie. Elle ne se marie pas avec Gregory Peck, elle se marie avec un monsieur Deck. Là aussi, je me suis toujours posé la question, parce que Gregory Peck revenait vraiment, vraiment très, très souvent dans ses récits, et moi, ça ne me paraît pas complètement accidentel, mais après tout, je fantasme peut-être. Ça, c'est un film d'Éric Rohmer, c'est une image de L'amour l'après-midi,
qui tourne beaucoup autour de l'amour et la vie conjugale. Donc là, nous avons le mari, la femme et l'enfant dans une posture assez étrange, il faut bien le dire. Voilà, c'est pas forcément un couple qui était fait pour la famille, mais c'est quand même un couple qui a eu un enfant, à savoir moi, puisque là, tout simplement, c'est moi, avec un goût précoce sur la lecture. Et pour la lecture, et là, j'en viens à la question que tu me posais tout à l'heure. Donc là, on est sur un balcon parisien au milieu des années 70. Et en effet, la relation n'a jamais été fusionnelle et simple. Anne et Julia prennent le soleil sur le balcon. La première fait du raccommodage pendant que la seconde bricole avec la Play Family House de Fisher-Price. Souvent, Anne marmotte des choses incompréhensibles, puis, saisie d'une inquiétude, se mord le bras. Sa fille lui fait vite savoir que cela l'indispose. Elle n'aime pas que sa mère parle toute seule, ni qu'elle se morde. La lecture les rassemble. Dans la bibliothèque de Julia, les ouvrages préférés d'Anne sont Vacances dans le jardin, une famille désargentée campe dans son jardin pendant ses congés, un gâteau 100 fois bon, un gâteau très mauvais pâtissé par un chat et un chien à partir de 100 ingrédients douteux, et The Great Pie Robbery, un cochon et un renard enquêtent sur un vol de tourte, expédié d'Angleterre par Olivia. Anne traduit le texte pour sa fille. Elle ne lui parle que français. Elle dit qu'apprendre 2 langues en même temps ne conduirait qu'à mal parler les 2. Anne et Julia sont étrangères par définition. La langue qui est naturelle à l'une est étrangère à l'autre. Toi qui es parfaitement bilingue, est-ce que tu changes d'identité si tu parles français ou anglais ? En fait, je ne sais pas si on peut être parfaitement bilingue. C'est-à-dire, je pense que je maîtrise assez bien l'anglais, mais ça restera toujours une langue étrangère. Et j'ai jamais vécu en Angleterre, mais j'ai vécu un peu aux États-Unis. C'est vrai que l'anglais pratiqué au quotidien, on développe une très très grande familiarité, une très grande ivresse à parler une langue étrangère, mais on n'est en effet jamais complètement soi-même, avec ce côté complètement grisant. Mais il y a aussi, je pense, cet sentiment de légèreté qui vient du fait que tout d'un coup, on n'est pas lesté par son passé, on n'est pas tiré par le bas, par toutes ces choses qui nous plombent, et on peut rêver qu'on est quelqu'un d'autre, mais ça reste quand même un rêve, il me semble. Et est-ce que tu penses que c'était la même chose pour ta mère ? Parce qu'elle aussi parlait les 2 langues, évidemment. Oui, je pense qu'il y avait un désir de rupture très clair qui était affirmé pour des raisons très très positives, de curiosité, d'attrait pour la France, d'attrait intellectuel pour la Révolution, pour la littérature française, pour le cinéma qui était très très présent dans nos vies. Mais à mon sens, ça n'explique pas complètement la nécessité de se couper complètement de l'environnement d'origine et même de se retourner contre l'environnement d'origine avec une certaine violence, une très forte négativité, alors que c'était un milieu plutôt aimant et qui l'a jamais empêché de faire ce qu'elle souhaitait, au contraire. Je me suis toujours demandé d'où vient cet humour que tu as, cet humour anglaise pour moi. Pourquoi est-ce que tu l'as toujours eu, dès le premier livre tu l'as eu? Les gens rient parfois, effectivement, en lisant, on sourit souvent. Cet humour, c'est une humour anglaise pour toi? Je sais pas, mais non, mon père français a pas mal d'humour aussi. Mais je pense que on ne peut pas expliquer d'où vient l'humour, c'est constitutif ou c'est culturel ou c'est familial. Je pense que c'est aussi un mode d'interprétation du monde et une manière de se protéger. Oui, le passage que je lisais tout à l'heure sur les EHPAD, il vaut mieux prendre ça de façon ironique parce que sinon il ne reste plus qu'à se taper la tête contre les murs. Enfin, pour moi, c'est très éloigné du ricanement. En fait, c'est une manière de se protéger et d'avancer. C'est pour ça, c'est pour prendre la distance plutôt que pour rire, hein, c'est oui. Ça. Oui. On n'est jamais assuré de rire en plus. Alors. Il y a une écrivaine dans ton livre que tu adores, dont tu parles beaucoup dans ton livre, c'est Ruth Rendell ou bien Barbara Vine. Est-ce que tu pourrais nous dire
à quel âge tu l'as lu, pourquoi tu l'adores et pourquoi elle revient souvent dans ce très beau livre. Moi, j'avais tout de suite envie de la relire. Moi, je l'ai lu beaucoup, beaucoup. Je comprends un tout petit peu pourquoi tu l'as choisi, mais est-ce que tu pourrais élaborer un tout petit peu ces références? Alors, Ruth Rendell, qui est l'autrice de à peu près 80 romans criminels et sans doute des centaines de nouvelles. Vous avez lu Ruth Rendell, Barbara Vine? Qui l'a lu? Ah, peu de monde. Donc ouais, elle est pas très connue ni bien considérée en France. Je pense que ça vient du fait qu'elle a beaucoup de traducteurs et beaucoup d'éditeurs, et c'est pas du tout, son œuvre en français n'est pas du tout unifiée, on va dire, de manière éditoriale et du point de vue de la traduction. Je dirais, pour simplement donner un repère, au point de vue du style. Pour moi, c'est pas exagéré de la comparer à Simenon. C'est-à-dire, c'est une très grande styliste. En 3 phrases, elle plante un décor, des personnages, et on est happé jusqu'à la fin. Il n'y a jamais de longueur, et c'est toujours extrêmement incarné, ce qui est, à mon sens, le propre des bons romans criminels, c'est que c'est pas simplement tourné sur ça tourne pas simplement autour du scénario, bien au contraire, ça repose sur des situations et des personnages. Ruth Rendell, c'est ma mère qui l'a lu d'abord dans les années 90, qui m'en parlait, et que j'ai découvert en fait bien plus tard. J'ai commencé à la lire avec passion, et je l'ai lu d'autant plus après l'accident de ma mère, parce qu'il y a eu un phénomène de projection très très étrange. En réalité, dans cette situation assez catastrophique de l'EHPAD, je me demande si je n'ai pas eu recours à une forme de pensée magique pour me protéger de la situation. Et aussi parce que, donc on y revient depuis le début, il y avait une énigme suscitée par ce qui s'était passé dans ma famille anglaise dans les années 50, et j'avais toujours l'idée que je pourrais poser une certaine question lourde de sens à ma mère. Et je n'ai pas eu le temps de la poser, puisque aujourd'hui la parole est très très entravée, et la mémoire aussi. Et comme il fallait absolument répondre à cette question, je l'ai résolu par les livres et par un phénomène de projection assez vertigineux avec certains ouvrages de Ruth Rendell. Est-ce que tu veux d'abord lire l'extrait sur Ruth Rendell et ensuite montrer les images, peut-être? 77. Puisque la patiente, depuis 2 semaines, s'obstine à ne pas mourir, on l'estime sortie de la zone de danger imminente. Sur le scanner de contrôle, le saignement paraît arrêté, mais l'hématome reste énorme. On distingue mal l'étendue des lésions. Je sais que ma mère ne remarchera pas. Après un tel accident, elle n'aura pas la force de se remettre debout. Il risque de lui arriver le pire cauchemar de l'imagination populaire, devenir un végétal, et un végétal conscient de son état, un végétal pensant. Je continue d'espérer qu'elle va mourir tout en me félicitant qu'elle vive. Heureuse qu'elle me reconnaisse, d'avoir encore une mère, qu'à travers l'épuisement et la parole entravée, elle me témoigne une sollicitude, l'éternelle appréhension que j'épuise ma machine. Malgré tout ce qui a disparu avec l'accident, quelque chose de notre relation demeure intact. C'est une situation très particulière d'espérer les progrès d'une personne dont on espère aussi la mort. C'est une situation intenable à laquelle il vaut mieux ne pas penser. Depuis des mois, je transporte partout les nouvelles de Ruth Rendell. Je les lis dans les trains, les hôtels. C'est mon chez-moi portatif. Ruth Rendell comprend nos vies. Elle connaît les passions dissimulées derrière les façades bien tenues, sous les glorieuses floraisons des jardins, les tragédies nouées à la cuisine, débrouillées dans le sitting room, résolues sur la dernière marche de l'escalier. Elle saisit la matière essentiellement domestique de nos vies et la transmue en contes horrifiques. À l'âge de 84 ans, celui de ma mère aujourd'hui, Ruth Rendell était sur le point de publier un nouveau livre quand elle a subi un accident cérébral. Elle est morte à l'hôpital quelques mois plus tard. J'ignore combien elle était diminuée, si elle a réclamé d'en finir, consciente qu'elle ne pourrait plus écrire, à quoi elle avait dédié sa vie. J'ignore si une personne à son chevet l'a exaucée.
Jamais ma mère ne se serait contentée d'une vie moindre. J'aimerais qu'elle finisse comme Ruth, mais je la connais comme elle m'a faite, c'est-à-dire de l'intérieur et avec cette part d'obscurité qui nous rend parfois impénétrables à nous-mêmes. Je sais que sa force tient à son optimisme forcené, ce versant positif du déni. Donc, face à cette situation instable, intenable, instable, une forme de pensée magique et surtout le recours au livre. Pourquoi je nous ai autant identifiés à Ruth Rendell? C'est pour les éléments qui sont dans ce passage, pour ses textes. Elle a aussi une histoire assez particulière, c'est qu'elle est, comme moi, fille unique d'un père local, elle est née en Angleterre, son père est anglais, et d'une mère étrangère. Sa mère était, il me semble, danoise ou suédoise. Donc, elle avait pour ainsi dire pas de langue maternelle. La langue d'origine, c'était la langue paternelle, et la langue de la mère était une langue étrangère. Donc, moi, j'avais ce rapport un peu mystérieux, un peu magique avec elle. Ça, c'est elle dans son bureau où, en effet, elle a eu une formation. Alors, comme moi, elle a fait du journalisme avant d'écrire, ou moi, comme elle, j'ai fait du journalisme avant d'écrire. Et à partir du moment où ça a bien marché pour elle, beaucoup mieux pour elle que pour moi quand même, la vie n'était plus que dans les livres, et tout le matériel quotidien était en réalité recyclé dans ces histoires criminelles. Ça, c'est une photo d'elle avec son mari que j'aime bien, parce qu'on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de nouvelles qui parle de la conjugalité, ça tourne en général pas très bien. Et ça, c'est une photo avec son mari avec qui elle a passé toute sa vie. Elle a divorcé de lui, et puis ils se sont remariés 1 an plus tard. Donc en fait, c'était un couple extrêmement soudé, mais on sent que le quotidien domestique n'était pas toujours facile à porter, parce que elle écrit des choses terribles sur ce qui se passe dans les couples, et surtout ce qui se passe sur ce qui se passe à l'intérieur des maisons les plus convenables en apparence. Une obsession de l'architecture, alors ça c'est quelque chose que j'avais avant de lire Ruth Rendell, mais moi, dans chacun de mes livres, les maisons, les bâtiments, les quartiers, les villes sont extrêmement documentés, et elle, c'est systématique. Là, vous avez un cottage, là vous avez une maison géorgienne, et là une maison post-victorienne, une maison édouardienne. Les personnages sont toujours situés dans leurs extérieurs et dans leurs intérieurs. Le mobilier est extrêmement détaillé, documenté. Ça, c'est des meubles victoriens. Ça, c'est un salon des années 80 qui aurait tout à fait pu être le salon de ma grand-mère anglaise dans les années 80. Donc là aussi, il y avait un phénomène de projection dans l'écriture. En général, ça se termine mal. Ça se termine même très très mal. Ça, c'est 2 images de la cérémonie de Claude Chabrol, qui est adaptée de A Judgment in Stone de Rendell, traduit en français sous le titre L'Analphabète. Mais voilà, ça commence derrière les façades que j'ai montrées tout à l'heure, et ça finit en général comme ça. Le livre de Rendell sur lequel je me suis plus particulièrement arrêtée s'appelle A Dark Adapted Eye, c'est-à-dire en français un œil adapté à la pénombre. C'est dans ce livre que je lis plutôt à la fin de toute cette période que je raconte dans le livre. Et c'est à travers ce livre, qui m'avait été énormément recommandé par ma mère et que je n'avais jamais lu jusqu'à quelques mois avant de finir moi-même d'écrire ce livre. C'est à travers ce récit que j'ai fini par résoudre la question que je n'avais pas pu lui poser, et résoudre cette énigme qui avait démarré sur le sentier en bord de mer que je vous montrais
tout à l'heure, cette question, cette révélation, ce flash qui m'était venu, cette question qui me hantait depuis des années, j'ai fini par la résoudre dans la vie à travers ce livre, dont je peux simplement vous dire quelques mots, mais pas la totalité. Oui, je vais faire attention. A Dark After Life, c'est l'histoire de 2 sœurs. Dans les années 40-50, 2 sœurs qui sont extrêmement proches jusqu'au moment où elles deviennent ennemies. Et ennemies jurées, et ennemies jurées jusqu'à la fin. Il y en a une qui, à un moment de l'histoire, a un petit garçon. Et on nous raconte l'enfance extrêmement heureuse de ce petit garçon avec cette mère qui s'occupe très très bien de lui. Sinon qu'à un certain moment, on commence quand même à se demander si c'est vraiment la mère de l'enfant et si ce ne serait pas la sœur qui est la vraie mère de l'enfant. Vous savez, ces histoires d'enfants cachés, comme il y a beaucoup eu à des époques où il fallait absolument être marié pour avoir un enfant en bonne et due forme. Donc le livre tourne sur cette question de la filiation beaucoup. On pense que c'est une sœur la mère, puis on est amené à penser que c'est l'autre sœur la mère. Et je peux vous dire en gros comment se termine ce livre-ci, mais pas mon livre à moi. C'est qu'à la fin, on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est ça qui est le plus vertigineux, c'est qu'il y a beaucoup d'indices dans un sens et dans un autre. Mais l'histoire est impossible à résoudre parce que y a les documents, les témoins ont disparu. Et c'est un livre extrêmement frappant parce qu'il y a plein d'histoires sur des filiations incertaines, mais en général, c'est le père qui est incertain. Mais que ce soit la maternité sur laquelle porte la question de l'incertitude, ça, c'est beaucoup plus rare. Merci, tu as tourné autour de cette énigme quand même, qui est un des fils rouges du livre, hein, parce que tu commences déjà à parler de cette phrase qui t'échappe, soi-disant, sur laquelle tu te penches pendant quelques jours. Tu penses à autre chose, la phrase revient un peu au milieu du livre et revient tout à fait à la fin du livre. C'est ça, en fait, le fil du suspense du livre. Donc, on peut pas en parler, mais lisez le livre, vous verrez, c'est passionnant, hein, c'est vraiment passionnant. Il y a le côté mystère, il y a le côté vérité aussi. Parfois, il y a le mot vérité en capital dans ton livre. Tu crois à la vérité, en fait ? Je crois que la vérité, elle est dans les livres, oui. Oui, la vérité dans la réalité, je ne suis pas sûre, mais... mais... Oui, je pense que par moment, on a un besoin de vérité, mais est-ce que la vérité, elle est dans les faits, dans les données objectives, ou est-ce qu'elle est dans la manière dont on s'accommode des événements Et maintenant, non pas la question, mais la réponse. Pardon, tu poses une question, mais je voudrais que tu donnes une réponse à ta question. Est-ce qu'elle est dans les faits réels ou est-ce que dans le contexte autour ? Pour moi, les faits sont infiniment sujets à caution et à interprétation. Donc la vérité, elle ne peut pas se situer dans les faits objectifs et encore moins dans les chiffres. Non, ça, c'est pas possible. Donc, où elle se trouve pour toi ? Dans les livres, j'ai dit. Dans les livres, dans la littérature. Oui, dans ton livre. Je voudrais terminer par te demander de lire un dernier extrait. 246, où l'énigme est déjà tout à fait mentionnée, mais suffisamment cachée pour que vous ne compreniez rien du tout. L'anglais a 2 mots pour dire étranger. Foreigner, celui qui vient d'un autre pays, et stranger, celui qui vient de l'extérieur. Enfant, je m'expliquais l'étrangeté de ma mère par la confusion du français, le fait qu'Anne était étrangère. Le passage à l'anglais, quand j'avais 16 ans, ne nous a pas rapprochés. Ma mère vient de l'extérieur, étrangère à sa fille, à son mari, à ses amis, à la famille d'Angleterre. En dépit de toutes les informations dont je dispose, elle reste la personne la plus opaque que je connaisse. Je m'interroge sur la mère d'Alice, en réalité, c'est la mienne qui est inconnue.
Depuis longtemps, j'avais observé que mes romans débrouillaient le passé, prédisaient l'avenir. Ma mère finirait dans le château de Monument National après avoir été la jeune sœur de Sigma et que ne s'accomplisse la prophétie de la fille changée en statue de lierre de Viviane Elisabeth Fauville. Architecte apparente du récit, j'étais en réalité leur objet. Les catégories du réel et de la fiction ne sont pas si disjointes, et c'est au croisement de ces axes que se tient la vérité. Le roman est l'instrument de la connaissance, il dit au-delà de celui qui parle, de ce qu'il sait ou croit savoir. Merci énormément. La connaissance est donc dans le roman, qui est l'instrument de la connaissance. Et puis, j'ai adoré ton livre. Je suis sûre que tout le monde va l'aimer. Justement aussi parce que c'est un hommage à la littérature. Tu montres la puissance, le pouvoir de la littérature. Et je te remercie énormément pour cette conversation. Et je te souhaite plein de prix et je t'embrasse. Merci Margot, merci beaucoup. Merci.